vous êtes prêtes pour ce Café des Lyonnes live? Oui, on est parti. Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Sadia. Bonjour, enchantée. Enchantée également. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour ce format du Café des Lyonnes live à l'Intercontinental Lyon Hôtel Dieu. C'est génial. On est dans une salle de dingue. Est-ce qu'on peut entendre le bruit des gens qui sont là pour nous écouter, s'il vous plaît? Ah ouais, on est pas mal. Alors, c'est la complexité de cet exercice, parce que d'habitude, on est un petit peu plus en intimité, mais c'est pas grave, on va faire abstraction. On n'est que toutes les deux, Sadia. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ce matin. Sadia, vous êtes chef de cuisine, vous avez créé le concept de Kaboul-Lyon, vous êtes franco-afghane, et donc vous nous emmener aujourd'hui dans la culture, vous faites un pont entre la gastronomie lyonnaise et la gastronomie afghane, et donc vous êtes traiteur, donc vous proposez ces petits plats, mais en fait, moi j'avais envie de vous inviter parce que j'ai eu la chance de vous écouter dans d'autres conférences, notamment qui ont été organisées par la CPME à Lyon, par le pôle femmes de la CPME, par Laetitia Pépineau, et j'avais adoré vous entendre. Je vous ai découvert à cette occasion-là, et j'avais envie de partager votre parcours, que je trouve absolument exemplaire à plein des égards, et j'avais envie de le partager avec les Lyonnes. Mais Sadia, première question de l'émission, vous la connaissez? Oui. Est-ce que vous êtes une femme engagée? J'ose vous poser la question. Et surtout, ça veut dire quoi pour vous, l'engagement? Alors oui, bien sûr, je suis une femme engagée et l'engagement pour moi, c'est essayer à mon niveau de changer les choses, intervenir avec les femmes, d'autant plus que les femmes dans mon pays, ils sont inaudibles. Donc ceux qui arrivent à peu près à venir ici, c'est de les aider à l'intégration, c'est partager ma cuisine et à travers ma cuisine, du coup, rencontrer énormément de personnes. Et comme je disais, à mon niveau, essayer de changer le monde. Oui, c'est un vaste programme, mais c'est vrai que la situation des femmes afghanes, vous le savez, nous, à l'équipe des Lyonnes, c'est une vraie préoccupation et on y pense constamment, on en parle constamment, on essaie de ne pas les oublier parce qu'on a l'impression que finalement, la communauté internationale s'en désintéresse totalement. Ah, carrément. Carrément. Pour moi, enfin en tout cas dans les télés, les médias, on n'entend pas du tout. On n'entend pas du tout parler de ces femmes-là. Pour moi, c'est l'ingérence internationale qui fait que aujourd'hui, on a laissé l'Afghanistan à la main des terroristes. Pour moi, c'est des terroristes, c'est pas autre chose. On pense vraiment pas du tout ce qui vivent vraiment les femmes. On en parle un peu, très peu. Mais que ce soit les femmes en Iran ou en Afghanistan, ils n'ont même pas le droit d'aller marcher dehors. Ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. Ils ont juste le droit de ne pas exister, au fait. Oui, c'est ça, c'est absolument terrifiant. Et ça compte dans votre sens de l'engagement aujourd'hui, ça? Bien sûr, parce que... pour moi, on est une seule humanité. C'est mes sœurs, c'est des mamans, des femmes comme moi. Et moi, de l'autre côté de la planète, j'ai le droit à des choses. Et dans mon pays, non. Et je trouve ça aberrant, quoi. C'est-à-dire, on va parler de votre parcours qui est absolument saisissant. En fait, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être le départ? C'est que vous êtes né, vous habitez en Afghanistan. C'est ça. Et à ce moment-là, à quel âge? À 9 ans, vous perdez l'un de vos parents? Oui, alors moi, je suis née à Kaboul, la capitale afghane, et j'ai perdu mon papa à 9 ans et ma mère à 13 ans. Et pas de frères et sœurs. Donc j'ai vécu quand même pendant à peu près un an toute seule, on va dire, avec le reste de la famille. Mais j'ai un oncle très éloigné en France que je ne connaissais absolument pas du tout, qui m'a envoyé une invitation quand il a su que j'étais toute seule. Et les écoles ont fermé et les premiers talibans ont commencé à arriver à cette époque-là. Et voilà, j'ai connu le rationnement, j'ai connu les écoles fermées, j'ai connu les explosions, j'ai connu tout ça très tôt. Et voilà, c'était assez intense quand même. Oui, c'était carrément intense. Oui. Et là, à ce moment-là, votre oncle vous propose de venir le rejoindre en France? C'est ça. Donc il m'a proposé, c'était en 90 et moi je suis partie en 91. Donc j'ai réfléchi pendant un an. J'ai voulu que le stèle de la tombe de mes parents soit fait comme les autres. Je voulais me
préparer quand même un petit peu psychologiquement. Donc, j'ai commencé à faire mes bagages, à vendre tout ce qu'on avait à la maison. Avec vraiment j'avais mal au cœur en voyant tout ça. Là, vous aviez 13 ans. Oui, oui. Et je suis allée, la dernière chose que j'ai fait, c'est d'aller dire au revoir sur la tombe de mes parents et prendre un avion et partir. Alors à ce moment-là, vous ne parlez pas un seul mot de français? Je ne parle pas un seul mot français et je ne sais pas ce que c'est que prendre un avion, je ne sais pas ce que c'est que partir toute seule. C'était nouveau pour moi quand même parce que toute mon enfance, toute ma connaissance, tous mes souvenirs étaient là et je savais que j'allais, je savais pas encore parce que j'étais il faut vraiment que je fasse les choses bien, il faut que j'aille prendre l'avion comme il faut, que j'ai les papiers correctement, qu'il faut que je paye pour qu'on avance mon âge sur mes papiers parce que sinon je peux pas prendre un avion toute seule. Donc j'ai dû payer pour avoir 18 ans sur mes papiers. C'est revenu à la normale en arrivant ici, mais pour prendre un avion toute seule, il faut avoir 18 ans. Donc là, vous retrouvez à Roissy totalement perdu. C'est ça. Alors, j'ai fait Kaboul-Moscou. Moscou, déjà, j'ai loupé l'avion. Ouais. Donc, j'ai dû dormir dans un hôtel où je ne savais pas du tout, même pas ce que c'était un hôtel. J'ai écouté, j'essayais de mettre ma petite radio pour entendre le perse, quoi, du coup, ma langue. Et même ça ne parlait pas. Donc, je ne savais pas que les ondes changeaient. Et du coup, j'ai mis une cassette et ça m'a apaisé un petit peu. Mais sinon, vraiment, ce qui était compliqué, c'est que je ne comprenais plus personne et que je ne connaissais plus rien, vraiment. Oui, c'est un bouleversement absolument total. C'est vraiment le... C'est ça. Pas de connaissance des gens, pas de quelqu'un qui rassure, pas de... même le paysage inconnu, les gens inconnus et une langue inconnue. Et moi, toute seule au milieu de tout ça. Donc là, en France, votre oncle, à ce moment-là, il vous emmène, il habite il habite à Chalon-sur-Saône. À Chalon-sur-Saône. Oui, encore même dans un petit patelin à côté de Chalon-sur-Saône. Et donc, il vient me chercher à Roissy. Il m'attendait voilée. Moi, j'ai jamais été voilée en Afghanistan, ni ma famille d'ailleurs non plus. Donc, j'étais en jean. Et on s'est cherché, je crois, pendant 2-3 heures. Ah oui, parce que vous ne vous connaissiez pas. Bah non. Et au fait, c'est par hasard que j'ai donné un numéro de téléphone, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable et tout ça. Et j'ai donné ce numéro à une dame. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'appeler à ce numéro-là? Parce que c'était en anglais, je parlais à peu près. Et elle a reconnu au fait son numéro. Et elle m'a pris dans ses bras. Voilà. Mais moi, je n'avais pas d'émotion, en fait. Ouais. Je ne connaissais pas cette dame. Donc, j'ai entendu parler... Donc, cette dame, c'était la femme de votre oncle? C'était la femme de mon oncle. D'accord. C'est ça. Elle est française, avec 3 garçons français qui parlent uniquement français. OK. Et mon oncle également, il parle très peu le perse, mais voilà, donc il est venu, il m'a parlé un petit peu quand même. Mais... Donc là, en fait, vous passez de Kaboul à un petit bled de la campagne française. Tout à fait. Déjà dans un aéroport immense, avec des gens beaucoup plus blancs que moi. Quand j'ai quitté l'Afghanistan, c'est tous les contreforts d'Himalaya, donc c'est extrêmement montagneux. Là, j'ai trouvé plat, il pleuvait. Et j'ai fait 500 bornes et je ne comprenais pas au fait où habitaient les gens, quoi. Je me suis dit, mais ils sont où? C'était que de la voiture. Et voilà, donc c'est la première chose qui m'a étonnée, c'était les trucs de vaches, là, les champs et une petite lumière au loin. Je dis, bon, ils doivent... Ils sont bizarres, ces Français. Donc, ouais, c'était pour quelqu'un de 14 ans, ça faisait tout nouveau. Donc là, la famille qui vous accueille, finalement, ne parle pas perse? Non, juste mon oncle qui parle quelques mots. Donc là, vous comprenez très vite qu'il faut vous adapter, là. Exactement, et puis surtout m'adapter, parce que l'Afghanistan, tout est dehors, quoi. Il y a des grands bazars, il n'y a pas de grande surface. Aujourd'hui peut-être, mais à l'époque non. Donc tout se passe dehors, les gens sont dehors, ils parlent, ils discutent, ils sont les uns chez les autres. Et là, je suis arrivée dans un endroit où il n'y a personne. Tout le monde est dans sa maison et c'est une voiture qui passait le matin pour demander des baguettes, pour vendre des baguettes. Et je dis, waouh, voilà. Donc, premier choc, c'était ça. Non, le premier vraiment choc culinaire, c'était quand on s'est arrêté dans un aire d'autoroute. Et il a fallu qu'on mange. Donc là, l'abondance m'a fait, waouh, parce que je connaissais le rationnement là, ces derniers temps. Et je dis, waouh, c'est génial. Et j'ai choisi andouillettes frites.
Et là, mon oncle... Et ça s'est passé comment? Ah non, 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 franchement, pas terrible du tout. Et surtout que mon oncle m'a dit, mais c'est du porc. Et première chose que j'ai fait, j'ai dit, attends, en fait, c'est moi qui décide là. J'ai dit, moi, j'ai mangé. Alors que c'est pas vrai. J'en avais jamais mangé. Je dis, non, non, j'ai déjà mangé. Donc, bon, c'était pas bon, hein. Mais... C'était pas la meilleure découverte. Non, non, pas du tout. Mais voilà, pour moi, c'était une petite côté rébellion pour dire que du coup, il n'y a personne d'autre qui décide et c'est moi qui décide. Ah oui, donc c'était important pour toi déjà à cet âge-là. Ah oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs, quand j'ai perdu mes parents, j'ai dû en cachette fumer. Bon, c'est pas génial hein, en Afghanistan. Et j'ai même bu une bière. J'essayais de boire une bière pour un peu me rebeller, quoi, je sais pas, mais voilà. Donc là, retour côté français. Là, du coup, tu te retrouves à l'école. Donc là, déjà, les 3 premiers mois, je parle pas beaucoup, donc je comprends ni la télé, ni les gens, ni les 3 garçons qui étaient avec moi, qui se demandaient d'ailleurs ce que je faisais là et moi aussi. Et donc j'ai appris le français, oui, avec un Walkman. Oui, tout à fait. Ouais, bon. Tout le monde n'a peut-être pas la rêve dans la salle, mais la plupart, si. Donc le Walkman et des livres d'enfants. Donc le coq, le poule, l'œuf, des trucs comme ça. Donc j'apprenais vraiment très vite, il fallait que je parle. Parce qu'en fait, ce qui m'a fait le plus mal, c'est de ne pas pouvoir dire ce que je ressentais. J'avais mal, je comprenais rien, je connaissais personne, je m'ennuyais à fond. La télé, la radio, mais n'importe quoi, je ne comprenais pas. Les repas, je ne les comprenais pas. Moi, surtout, ce qui m'avait frappé, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit, en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que si je voulais m'en sortir, il fallait que j'apprenne très, 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 très vite. Ah oui, oui. Et c'est ce que tu as fait. J'ai fait en 3 mois, j'ai appris le français. On m'a pris, du coup, comme que ma tante était professeure de maths, on m'a pris dans une école catholique. Et du coup, j'ai commencé en 4e. En très peu de temps, j'ai sauté la 4e, je suis allée en 3e. J'ai eu mon brevet des collèges au bout de peu de temps, alors que le papa de mes enfants est un Français, il n'a pas eu. Ça c'est dit, on voilà. Plat, voilà. Petit passage. Et du coup, oui, j'ai vraiment appris parce que j'avais besoin qu'on me comprenne, en fait, que j'explique aussi un peu ma douleur. Et dire que j'ai mal, quoi. Tu avais des choses à dire. Oui, oui. Oui, parce qu'au fait, même le deuil, je ne sais même pas si aujourd'hui je l'ai fait, parce que ça a été très rapide. Le deuil de l'exil, je ne sais même pas si je l'ai fait. Oui, je pense que je l'ai fait un peu, mais je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'était assez rapide pour mon âge. Donc là, tu fais l'école, tu avances, etc. Là, tu es plutôt doué, tu avances vite. Ça va. Et qu'est-ce que à ce moment-là, tu as envie de faire quoi? Tu te dis quoi? Déjà, mes parents voulaient que je sois médecin. J'étais première de ma classe en Afghanistan. La seule chose d'ailleurs que j'ai ramenée de là-bas, c'est mes bulletins de notes et un livre de poésie, parce que c'était important pour mes parents et aussi important pour moi. Et ici, je ne pouvais pas être médecin parce que je voulais vraiment au plus vite travailler. J'ai été victime de l'inceste aussi à cette époque-là et je ne savais pas si c'était quelque chose qui se faisait ou pas. Même, voilà, les règles, je ne savais pas ce que c'était, on m'en avait pas parlé. Et voilà, donc tout ça, c'était tout nouveau pour moi et ça m'a fait peur un peu quand même. Et j'ai décidé au fait de ne plus être chez cet oncle, donc je suis partie dans un foyer de la DAS pendant quelques temps et ensuite dans un foyer jeunes travailleurs et j'ai voulu faire du coup dans le soin et au plus vite travailler au fait. Oui. Voilà, être pour sauver ta peau, il fallait que tu travailles et que tu sois le plus vite possible autonome. Exactement. Et donc du coup j'ai fait l'école d'aide-soignante, donc j'avais le choix entre Quetigny à Dijon ou alors Lyon et j'ai choisi Lyon, c'était en 96. Et du coup j'ai commencé à faire un stage, mon dernier stage c'était au Vinatier. Ouais. Et c'est là où je voulais pas y aller, mais quand même je suis allée et on m'a donné 19,5 sur 20 pour pas mettre 20 sur 20. Et c'est là que j'ai commencé mon premier travail tout de suite derrière. Donc là, tu travaillais en tant que quoi? Aide-soignante. Aide-soignante, oui, j'étais diplômée et j'avais 18 ans et demi à peu près. On m'a dit, oui, mais tu sais, tu peux pas être propriétaire, tu peux pas être ci, tu peux pas être ça. Souvent, on me disait ça. Tu peux pas tout avoir. Tu peux pas tout avoir, d'autant plus que nous, on a du mal. Alors toi, tu es orphelin, tu n'as pas de garant, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de ci. Alors ça, c'est un point important, parce que ça aussi, ça m'a beaucoup marqué quand tu m'as dit ça. C'est que c'est vraiment la double, triple, quadruple peine. Je sais plus à combien de peines on est. C'est que comme tu n'as pas de parents, tu n'as pas de garant. C'est ça.
C'est ça. Et du coup, en fait, on te dit tout de suite, non, mais c'est même pas la peine d'y penser, tu seras jamais propriétaire. Exactement. Et moi, je leur ai dit, si, quand on veut, on se donne les moyens, et quand on veut pas, on se donne des excuses. Et moi, je me donne pas d'excuses. Donc, à partir de 18 ans, j'ai marqué sur ma petite liste dans ma tête, je voulais un chien, un mec, une voiture, une maison, un boulot, des enfants, 2. Filles, garçons, si possible. Mais voilà, c'est ce que je voulais. Ah, t'as tout coché, toi. Hein. Exactement. Ouais. J'ai fait ça, j'ai eu le chien, donc j'ai sorti le chien, j'ai rencontré le mec qui sortait son chien. Comme quoi, ça marche, hein, le chien. Oui, ça marche, ça marche. Peut-être pas pour toute la vie, mais ça marche. Et du coup, j'étais fonctionnaire, du coup, donc j'ai pu acheter mon appart, même si c'était lamentable, mais je l'ai acheté quand même. Je me suis lancée dans un truc assez complexe. Mais c'était pour montrer un petit peu aux gens que j'y arrive, en fait. Ouais. Quand on veut, on se donne vraiment les moyens d'y arriver. Et voilà. Donc, Et là, tu as tout ça. Tu fais tes enfants? Oui, tout à fait. Une fille, un garçon. C'est important parce que... Une fille, un garçon. C'est important parce que c'est à ce moment-là que tu, finalement, reconnectes un peu avec l'Afghanistan, avec la cuisine, notamment. Oui, parce que c'est ma première grossesse qui m'a ramenée à la cuisine. Enfin, même pas à la cuisine, aux saveurs d'Afghanistan, parce que je voulais que l'être qui était en moi, il fallait qu'il mange ce que j'ai mangé, ce que j'ai senti en Afghanistan. Donc, je me suis mis à cuisiner vraiment afghan, alors que j'avais vraiment zappé l'Afghanistan pendant tout ce temps. Je ne voulais pas en entendre parler, parce qu'avec ce que je voyais dans les médias ici, je me suis dit non, ça, c'est pas l'Afghanistan que moi j'ai connu. On ne tapait pas sur les femmes, j'étais à l'école, donc c'est pas chez moi. Mais du coup, voilà, cette grossesse-là, oui, c'était, donc j'ai cuisiné, la personne a bien mangé, bien comme il faut, j'ai pris 25 kilos d'ailleurs. Et le deuxième grossesse, par contre, c'était une remise en question totale de ma vie. Oui. Oui, c'était, je travaille à l'hôpital en psychiatrie en plus, ça fait quasiment 20 ans. Et je me lève tous les matins à 5 heures, je dépose mes enfants dans une crèche. Et pour moi, c'était pas ça la vie. Parce que ça m'a rappelé qu'au fait, j'avais tout en Afghanistan et que j'ai plus rien eu en une fraction de seconde. Et je me suis dit, c'est pas ça l'important, en fait. C'est pas. Voilà, j'ai tout eu. Voilà. Et là, c'est pas ça l'important. Donc, j'ai tout largué. Alors, c'était quoi l'important? L'important, c'était de me détacher de tout ce qui était matériel et aller au plus près de moi-même, en fait. Ouais. Parce que je me suis dit que on est tout nu, on meurt tout nu. Entre-temps, qu'est-ce qu'on cumule comme truc qu'on n'emmènera même pas avec nous? Et je me suis dit qu'on était de passage sur la planète et que je voulais laisser une belle trace, en tout cas pour mes enfants et puis je sais pas, pour l'humanité peut-être. Donc là, tu as une révélation, enfin, tu te dis, ok, là, ça va pas, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Et à la grossesse de mon fils, oui, c'était, je veux pas ce travail parce que je n'ai pas de reconnaissance dedans. Je suis devenue qu'un pion au bout des tant d'années. Je bouche à un planning. Donc non, c'est pas ce que je veux. Et la maison me coûte la peau des fesses, désolée. Mais voilà, je peux plus payer ça comme ça, pas plus partir en vacances et être toujours stressée. Donc j'ai aussi pris conscience peut-être que le monsieur avec qui j'étais, c'était un troisième gamin. Donc du coup, voilà, c'était un virage à 360. Donc j'ai quitté la fonction publique, j'ai passé le diplôme de cuisinière, j'ai vendu la maison, j'ai quitté le papa de mes enfants. Et même ma maladie, j'ai une maladie auto-immune depuis 2002, c'est la myasthénie, un peu comme la sclérose en plaques, donc où j'étais opérée, j'étais sous traitement. Et depuis que j'ai dit oui à moi et non aux autres, elle a disparu en fait. Et même la neurologue qui me suit, il m'a dit, vous avez fait quoi? J'ai dit, j'ai fait ce qui m'a vibré et ce qui me plaît, quoi. Et je regrette pas. Voilà. Et alors, attends, tu te dis, je change tout, ok, je fais ma liste et je fais dans l'ordre. Comment tu te dis que tu vas faire à manger? Enfin, c'est quoi, là, le... Au fait, je suis allée au culot, sincèrement. J'ai passé déjà le diplôme de cuisinière et je voulais déjà cuisiner avec les chefs, avec Monsieur Bocuse et tout ça, et je sais pas, les chefs étoilés. Et on m'a dit, mais non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Et j'aime pas qu'on me dise que c'est pas possible. Et du coup, voilà, donc je suis allée au culot vraiment partout. Je disais, mais est-ce que vous connaissez la cuisine afghane? C'est ni pakistanais, ni iranien, ni indien. C'est afghan, c'est différent. Ouais. Voilà, et je faisais goûter.
Et voilà, j'ai participé à un livre qui s'appelle Femmes d'ici, cuisine d'ailleurs. Je suis allée cuisiner avec Michel Troisgros, qui est un 3 étoiles français à Rouen, sur 2 jours. Il m'a laissé sa cuisine. Et on a tout autant appris de l'un et de l'autre que c'était juste extraordinaire. Et j'ai cuisiné, oui, avec des chefs, avec Alain Alexandrian, avec plein de chefs. Donc, tu as fait ton apprentissage. Oui. Et puis, tu t'es installée, c'est-à-dire que tu as lancé ton activité. Oui, parce que je ne voulais pas être pas sous les ordres. C'est pas ça, c'est que je voulais créer, au fait. Je ne voulais pas qu'on me dise, tiens, il y a une carte, tu fais comme ça. Au fait, moi, je voulais découvrir la cuisine afghane, donc c'était ou mélange des deux. Donc, j'ai créé mon entreprise en 2018, qui s'appelle Kaboul Lyon, donc avec le même L en commun qui fait le lien entre Kaboul et Lyon. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de mélanger les saveurs d'Afghanistan et d'ici. C'est-à-dire les déglaçages au vin sur certains produits d'Afghanistan, faire une crème dessert afghane et le mettre avec des pralines, un rose de Lyon. Donc, c'était vraiment, voilà, une belle découverte. Et ça, du coup, cette cuisine, ce que tu proposes, tu le fais sous forme de traiteur, c'est-à-dire que tu prépares et tu vas chez les gens ou dans les entreprises. Oui, là où il y a une cuisine déjà. Et je fais des team building aussi, je fais des conférences, je fais des traiteurs, des buffets. Chez les gens, chez les particuliers. Je fais aussi des ateliers de cuisine parce que j'ai travaillé quand même 2 ans sur la Fondation Paul Bocuse. Donc, j'ai donné des cours à l'initiation à la cuisine pour les enfants, les mercredis après-midi. Mais j'ai arrêté là. Mais voilà. tu fais vraiment beaucoup de choses et on sent une grande liberté dans ce que tu fais aujourd'hui. Oui. À l'aune de ton expérience aujourd'hui, parce qu'en fait, on t'écoute et on se dit, mais en fait, tout est possible avec toi. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil aux femmes qui nous regardent et qui, elles hésitent, elles se disent, tiens, c'est vrai que moi, j'ai cette idée-là, j'aimerais bien, ça me trotte dans la tête depuis un moment, mais oh là là, je ne sais pas si je serais capable, je ne sais pas si j'y arriverais. Au fait, il vaut mieux se lancer. Moi, je dis, fais-le. Et puis, si ça ne marche pas, au moins, tu l'as essayé. Parce que sinon, c'est pas possible. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Sinon, on sera toujours là, j'aurais dû le faire, mais je ne l'ai pas fait. Mais si on le fait et que ça ne marche pas, c'est pas grave. Mais au moins, on l'a fait. Et le faire, et peut-être aller demander autour de soi. Oui, c'est ce que tu as fait, tu allais frapper à la porte. Vraiment, oui. Je me suis dit, tout est possible. Pourquoi tout le monde mange. Et moi, je voulais vraiment la cuisine, que ce soit un médiateur pour créer du lien. Parce que les liens sociaux, ils sont un peu quand même dégradés. Et je me suis dit, c'est à travers ça que je peux casser les préjugés et proposer quelque chose qui n'existe pas forcément. Et aussi, à travers ça, témoigner de mon parcours, parce que le monde a besoin, peut-être aujourd'hui aussi, d'entendre des parcours des gens qui sont à droite ou à gauche, mais qui habitent sur une même petite planète. Et alors, Sadia, si toi, tu avais une baguette magique, quelles mesures tu prendrais pour que les femmes, elles soient plus visibles, présentes sur l'espace public, dans le débat public d'une manière générale? Qui osent, au fait. Ils osent, et que surtout, si leur cœur il vibre sur quelque chose, qu'ils le fassent. Et c'est pas pour écraser les hommes, c'est marcher ensemble. C'est compléter. On se complète. Voilà. Sadia, merci beaucoup d'être venue prendre ce Café des Lyonnes aujourd'hui avec nous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me touche, merci. C'est la fin de ce Café des Lyonnes. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine.